La France étend son territoire national bien au-delà du continent européen. Îles bien connues ou cailloux perdus sur l'océan, terres tropicales ou déserts de glace, ces parcelles d'empire sont bien souvent englobées dans l'appellation dom-tom. Mais à Paris, sait-on ce que représentent les dom-tom? Les départements d'outre-mer. C'est les pays étrangers, non? Département d'outre-mer. C'est l'évasion, c'est le lointain. Outre-mer, territoire près de la mer, français, les îles. Les territoires français d'outre-mer, évidemment. Oui, les dom-tom, les Français connaissent. Mais il est des terres que même à proximité du ministère de l'Outre-mer, les Français connaissent moins. Les TAF. TAF? Je sais pas du tout. Non, c'est une nouvelle appellation? Non, je sais pas, franchement. Territoire africain francophone, je sais pas. C'est pas les territoires autonomes français ou quelque chose comme ça? Territoire de l'Afrique française, peut-être? Non. Je sais ce que c'est le TAF. Aller au TAF, mais TAF, je connais pas. J'ai jamais entendu parler des TAF. Territoire Afrique australe, français, non, enfin, où j'en suis peut-être pas loin. La bonne réponse, terres australes et antarctiques françaises. Des terres du bout du monde, dont la plupart des Français ignorent jusqu'à l'existence. Oui, avec les DOM, les TOM, les collectivités territoriales, les TAF, les îles éparses, les Glorieuses et bien d'autres, l'Hexagone étire ses limites tout autour de la planète. Au XVIIe siècle, l'expansion de la France commence par les Antilles, dans l'Atlantique. Suivant les Espagnols, les Français débarquent en Guadeloupe, un archipel à 6700 km de la métropole. De la grande terre, vaste, plane et uniforme, à la basse terre dressée au-dessus de la mer, la variété des paysages saute aux yeux des premiers arrivants. Les Indiens Caraïbes appelaient la Guadeloupe Carouquera, l'île aux belles eaux. La végétation côtoie la mer au point de supporter l'eau saumâtre dans la mangrove, mais elle peut aussi escalader les pentes de la basse terre dans le parc national de la Guadeloupe, qui abrite la plus vaste forêt primaire des Petites Antilles. Christophe Colomb lui-même fut impressionné par les chutes d'eau. À près de 1500 mètres d'altitude, la Soufrière est le point culminant des Petites Antilles et l'un des volcans les plus actifs de la région. Les émanations gazeuses témoignent de son activité permanente. Sur la Grande Terre, l'érosion s'est livrée au patient nivellement d'un plateau calcaire qui ne dépasse pas 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre la pointe de la Grande Vigie, au nord, et la pointe des Châteaux, à l'est, la Guadeloupe s'ouvre à l'Atlantique d'une part. D'autre part, la mer des Caraïbes baigne la ville de Basse-Terre, où siègent la préfecture et les institutions de la République. La ville de Pointe-à-Pitre s'étire dans une profonde échancrure de la côte. Elle est le principal moteur économique de l'île. Le développement de la cité répond aux besoins d'une population jeune aux origines ethniques multiples. Près du tiers de la population a moins de 20 ans. Le port autonome, l'infrastructure routière et l'aéroport Pôle Caraïbes, le premier des dom-tom au nombre des voyageurs, ont fait décoller l'économie guadeloupéenne. Le tourisme joue un rôle appréciable dans la croissance économique de la Guadeloupe. Le parc hôtelier a augmenté de 50% en 10 ans à la fin du siècle dernier. Le secteur touristique fournit l'essentiel des recettes de l'île dans un environnement où la température de la mer descend rarement en dessous de 25 degrés. Oui, le soleil et l'arbre du voyageur invitent à la découverte de la Guadeloupe. Mais le développement touristique marque le pas. Tout comme l'agriculture. La canne à sucre, par exemple, ne peut plus compter désormais que sur une seule usine sucrière. Reste la production d'un excellent rhum agricole. La banane représente 60% environ des exportations locales, mais le rendement est devenu aléatoire. Quant aux autres cultures, leur production est marginale. Et les pêcheurs sont de plus en plus menacés dans leur métier. Heureusement, les administrations offrent sur place de précieux emplois. La foi catholique et une ferveur très africaine ont façonné la pratique religieuse en Guadeloupe. Devant la puissance des institutions coloniales, la spiritualité des populations réduites à l'esclavage a longtemps servi d'exutoire.
Début août, à la Saint-Laurent, la fête des cuisinières réunit les meilleurs cordons bleus de l'île. Les traditions culinaires se perpétuent dans la tenue créole d'apparat. Les cuisinières créoles trouvent au marché Saint-Antoine de Pointe-à-Pitre leurs ingrédients et leur inspiration. Elles bénéficient d'une nature généreuse, mais aussi d'un savoir-faire ancestral. Les épices et les préparations spéciales doivent beaucoup de leur succès à la faconde des vendeuses. Ça, c'est du cacao pour préparer un bon chocolat chaud. Alors, je vous attends là. Point culminant des fêtes traditionnelles, le carnaval met les Antilles françaises comme toutes les Caraïbes en ébullition. Le présent et le passé fusionnent par la magie du rythme, un rythme auquel personne ne peut échapper. La Guadeloupe est entourée de 3 îles satellites, les Saintes, Marie-Galante et la Désirade, la plus orientale des 3. La Désirade, un quadrilatère long de 11 km taillé selon un profil bien particulier. D'un côté, la moitié habitée descend en pente douce vers la mer des Caraïbes. De l'autre, la côte dresse sur l'océan une muraille de 300 mètres. La cotonnerie, en ruine, témoigne de l'âpreté du passé de cette île solitaire, peuplée à l'origine par des lépreux. L'arrivée de la vedette en provenance du continent, c'est le nom donné ici à la Guadeloupe, est toujours un événement. Pour ces îles, rompre avec l'isolement est une nécessité vitale. La Désirade subvient seule à ses besoins énergétiques grâce aux alizés. En revanche, les chalutiers doivent gagner le large pour compenser l'épuisement des zones poissonneuses et les limites de la pêche artisanale. Même si le maire de Beauséjour a dû mendier des fonds pour reconstruire la localité après un cyclone, les infrastructures scolaires et la sécurité publique ne font pas défaut sur une terre où la douceur de vivre ne semble pas connaître de limites. Christophe Colomb pensa à un sombrero lorsqu'il découvrit Marie-Galante, une île 10 fois plus petite que la Guadeloupe. Altitude moyenne, 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. De la gueule grand gouffre, ouverte dans le calcaire, aux plages tout en courbe, l'océan arrondit les contours d'une île surtout fréquentée par les visiteurs d'un jour. Grandbourg entretient son passé colonial. Sur la côte est, Capesterre marie les institutions rigides avec les cases créoles décontractées. Le patrimoine religieux se libère de sa rigueur grâce à la ferveur et aux couleurs antillaises. Plus que dans les autres Antilles françaises, Marie-Galante privilégie la récolte de la canne à sucre à la main. C'est l'assurance d'un travail soigné. Mais l'usine de Grand'Anse témoigne d'une industrie qui doute de son avenir. Les grandes propriétés sont parfois devenues des musées, comme le château Murat. Héritage des Indiens Caraïbes, la pêche au casier manque de résultats. Pourtant, les traditions survivent, comme celle du char à bœuf, qui transportait jadis cannes et esclaves. Le temps passe à Marie-Galante, mais il n'est pas pressé. Les Saintes réunissent 8 petites îles, mais les 2 plus grandes seulement sont habitées. Terre-de-Haut mesure 5 km de long et son relief accroche les regards. Terre-de-Bas se caractérise par une végétation plus fournie. La baie de Terre-de-Haut est dominée par le fort Napoléon, construit pour tenir les Anglais à distance, mais il n'a jamais servi. Pas vraiment dissuasif, le fort n'effraie pas non plus les passagers de la vedette en provenance de Pointe-à-Pitre. Les arrivages quotidiens multiplient la population par 3. Comme la terre ne produit rien, les Saintes sont toutes entières tournées vers la mer. C'est la mer qui, au XVIIe siècle, a amené ici des marins bretons et poitevins. Leurs descendants perpétuent de redoutables techniques de pêche. On ne sait pas comment le salako, ce chapeau d'origine asiatique, est arrivé aux Saintes. Mais à Terre-de-Bas, il fait toujours partie de la carte postale. Au nord des Antilles françaises, Saint-Barthélemy possède des caractéristiques qui ont déterminé son destin. En effet,
L'exiguïté des terres cultivables, le relief accentué et la maigreur du sol ont empêché l'exploitation de la canne à sucre. La mer et le commerce avec les autres îles des Caraïbes et l'Amérique étaient pratiquement les seules ressources. Créé par les Français au XVIIe siècle, le port connut un développement important lorsque les Suédois lui donnèrent le statut de port franc. En effet, Saint-Barth fut cédé aux Suédois à la fin du XVIIIe siècle. Ils baptisèrent la capitale Gustavia en l'honneur de leur roi, bien que l'île ait été peuplée par des immigrants bretons et normands. Collectivité d'outre-mer depuis 2007, Saint-Barthélemy a pris son avenir en main. Le relief complique l'atterrissage sur une piste réservée aux pilotes expérimentés qui finit dans le sable. Les plages de rêve, les multiples activités sportives favorisées par la configuration des côtes et le prix du mètre carré ont fait monter la cote de Saint-Barthélemy au prix d'une clientèle haut de gamme. Les traditions religieuses locales, comme la bénédiction de la mer, ou les traditions profanes, comme la fabrication des chapeaux en latanier, n'en ont heureusement pas souffert. Les bals populaires, dans la vraie tradition républicaine, continuent de rythmer la vie de Saint-Barthélemy, malgré les ballottements de l'histoire et les paillettes de la jet-set. Saint-Martin est aussi devenu collectivité d'outre-mer, mais pour une partie seulement de son territoire, car l'autre appartient aux Pays-Bas. La France occupe la moitié septentrionale de l'île depuis le XVIIe siècle. Pour protéger Marigot des razzias menées par les Anglais et les pirates, le fort Saint-Louis chapeaute la ville, chef-lieu de la collectivité. L'esclavage a été aboli dans la partie française 15 ans avant la partie hollandaise. Il suffisait donc de franchir la frontière pour obtenir la liberté. La population de la partie française a triplé en moins de 30 ans. Totalement ouverte sur la mer, l'île est devenue un port d'attache et un point de départ très fréquenté par les nombreux plaisanciers qui sillonnent la partie nord de l'arc des Petites Antilles. Huit fois plus petit que la Corse, le département de la Martinique n'excède pas 39 km en largeur. Les découpes du littoral ont favorisé la pénétration des premiers explorateurs espagnols qui débarquèrent au début du XVIe siècle pour faire provision de bois et d'eau. À part quelques plaines côtières, la Martinique présente un relief accidenté. En de nombreux endroits, comme le rocher du Diamant au sud-ouest, le sol a été soulevé par une intense activité volcanique dont la montagne Pelée est le témoin le plus spectaculaire. La ville de Saint-Pierre fut ravagée par le volcan en 1902. La montagne explosa en rayant de la carte celle qu'on appelait, pour son niveau de vie, le Petit Paris des Antilles. Fort-de-France, le chef-lieu, est installé dans un amphithéâtre naturel qui n'a pas empêché de tracer les rues au cordeau. La structure métallique de la cathédrale Saint-Louis ou de la bibliothèque Schœlcher témoigne de la diversité architecturale de la ville, jadis baptisée Fort-Royal, en l'honneur de Louis XIV. L'ouverture de Fort-de-France se mesure aujourd'hui à la fréquentation de son aéroport et de son port, un des plus importants de France pour le trafic des containers. Le tiers des Martiniquais vivent à Fort-de-France, une population qui se flatte d'avoir la meilleure espérance de vie des Petites Antilles. Vers le nord, la végétation devient plus luxuriante. Les Indiens Caraïbes avaient d'ailleurs donné à la Martinique le nom de Madinina, île aux fleurs. Telle une rivière sinueuse, la route de la Trace permet d'accéder à la forêt. Il tombe ici chaque année 4 mètres d'eau par mètre carré, qui alimente une forêt pluviale exubérante. La canne à sucre assura la fortune de l'île dès le XVIIe siècle. Hélas, la production a été divisée par 5 en 30 ans et la mécanisation ne suffit pas à lutter contre la chute des rendements. Aujourd'hui, plus de la moitié des cannes lavées, broyées et pressées, ainsi que le jus qui en découle, sont réservées aux distilleries qui en font du rhum.
La banane couvre près de 30% des terres cultivables. Elle est un des piliers de l'économie du département. L'ananas en est un autre. Les races bovines moins sensibles au climat tropical ne compensent pas les manques d'un élevage qui dépasse rarement le niveau familial. La pêche applique aussi des méthodes artisanales insuffisantes à satisfaire les besoins locaux. 40% des produits de la mer sont importés. En face de Fort-de-France, la pointe du bout glisse dans la mer une langue de terre en forme de U. Au départ d'une marina très fréquentée, la faune marine est facile d'accès. Le contact avec la mer peut s'établir de multiples manières. À l'aide d'un moteur, avec la complicité du vent ou à la force des poignées très sollicitées par les grosses prises. Pour la pureté des lignes et la beauté du geste, il y a aussi le swing. Au sud de l'île, la mer des Caraïbes décrit ses dernières courbes avant l'Atlantique. Elle s'enroule une dernière fois sur la grande anse des Salines, la plus belle plage de Martinique. Les yoles, ces embarcations à la voile rectangulaire, exigent un grand déploiement de force pour remporter des courses qui déchaînent les passions. Dans les pits, des arènes de bois où s'affrontent les coqs, l'âpreté des combats, l'importance des enjeux et l'interdiction officielle pimentent les compétitions. Entre la mangouste et le serpent, l'issue de la lutte est connue, car le petit mammifère prend toujours le dessus. La musique et la danse reflètent les origines européennes et africaines de la population, bien au-delà de l'océan. En Amérique du Sud, bordée également par l'Atlantique, la Guyane forme à 7000 km de Paris le plus grand département de la République. La quasi-totalité de la population vit pourtant sur la côte atlantique, principalement à Cayenne, le chef-lieu d'un département parmi les moins peuplés de France, aux multiples références créoles. Derrière la paisible façade institutionnelle et les sages alignements de la place des Palmistes, se dissimula longtemps la dure réalité du bagne. Sur l'île du Diable, Dreyfus passa 4 ans pour rien, alors que s'évadait le détenu Papillon. En Guyane, 90% du territoire sont occupés par la forêt amazonienne qui renouvelle la moitié de l'oxygène terrestre. Aucune forêt au monde ne constitue un écosystème aussi riche. Le 5e des espèces d'oiseaux de la planète ne se rencontre qu'ici. Les insectes sont souvent impressionnants, mais les plus effrayants ne sont pas les plus méchants. Ça, c'est une matoutou. Son nom savant, c'est Avicularia metallica. Si l'on découvre sans cesse de nouvelles espèces d'insectes, les rencontres avec les grands mammifères sont beaucoup plus rares. Avec leurs origines asiatiques, les Amérindiens sont les premiers habitants de ces terres. Parmi ces Français d'outre-mer, certains sont les descendants d'esclaves noirs-marrons qui se sont enfuis dans la forêt. Quelques citoyens sont arrivés récemment du sud-est asiatique, les Hmong. Près de la moitié de la population est d'origine étrangère, en provenance de tous les continents. Pour ses voisins, la Guyane exerce une forte attraction car l'économie y est en bonne santé, malgré le manque de débouchés. Pour y remédier, l'aérogare joue un rôle majeur. Si la canne à sucre reste confidentielle, la riziculture est en revanche prometteuse. La Guyane réunit de nombreuses conditions pour devenir le grenier à riz de l'Europe. La crevette sauvage de Guyane est devenue un important produit d'exportation, notamment vers les États-Unis et le Japon. L'exploitation forestière est peu rentable car le terrain accidenté, la dispersion des espèces et l'absence de cours d'eau navigables alourdissent les coûts.
Le tourisme pourrait donner des ailes à l'économie guyanaise, surtout s'il s'oriente résolument vers la découverte de la nature. Sur le fleuve Sinamari se dresse le barrage hydroélectrique de Petit Saut. Sa construction permet de répondre à l'augmentation considérable de la demande énergétique du département et du centre spatial guyanais à 6 km de Kourou, où sont lancées les fusées Ariane. Une centaine d'entreprises européennes participent à la fabrication des différents éléments. À proximité de l'équateur, la vitesse de rotation de la Terre est plus grande, ce qui favorise les lancements en Guyane. Vers l'intérieur, les fleuves Oyapock et Maroni conduisent aux Indiens. Dans le village de Twenke, les petits Wayana apprennent le français sans négliger leur langue maternelle. Il y va de leur intégration sociale, du respect de leur propre culture et de la nécessité de communiquer. La civilisation doit ici composer avec les transports traditionnels. Le bateau et l'avion ont longtemps été les seuls moyens de liaison avec Saint-Georges de l'Oyapock. Malgré les distances et le dépaysement, la France est bien présente à travers son empreinte culturelle grâce aux institutions républicaines et au support de son administration. Le protocole disparaît quand le Brésil et les Caraïbes, tout proches, répandent dans les rues des rythmes et des sonorités qui fusionnent lors du carnaval de Cayenne. Les Noirs-Marrons ont quitté leurs conditions serviles et les princesses indiennes ont retrouvé leur superbe pour le carnaval. C'est l'occasion d'inverser les rôles. Ainsi, les Touloulous dissimulent les traits de femmes. Ils rappellent ces esclaves qui se déguisaient pour imiter leur maîtresse. En clin d'œil à l'histoire, la Guyane exprime son identité. Au nord-ouest de l'Atlantique, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon navigue à 25 km du Canada. 3 îles sont réunies administrativement: Langlade, Miquelon et Saint-Pierre. Bien que situées à la latitude de Winnipeg, ces îles bénéficient de la douceur océanique. L'île de Saint-Pierre est 4 fois plus petite que les 2 autres. C'est pourtant la plus peuplée, avec près de 6000 habitants essentiellement voués à la pêche et à ses activités dérivées. Depuis plus de 30 ans, et avec précision, la France et le Canada se répartissent les zones de pêche dans une région où les ports ne sont pas obstrués par les glaces en hiver. Le crabe des neiges est, après la morue, le 2e produit de la pêche dans l'archipel. L'usine de congélation de Saint-Pierre a longtemps subi une limitation de son approvisionnement imposée par les Canadiens. Les premiers êtres humains localisés sur l'archipel sont des Inuits, chasseurs de baleines, mais ils ne se sont pas installés. L'île de Miquelon et celle de Langlade sont reliées depuis le XVIIIe siècle seulement par une langue de sable baptisée la Dune, un isthme long de 12 km au contour mouvant. L'île de Langlade a bâti sa réputation sur une magnifique plage de sable fin. L'isolement de l'archipel est propice à la vie sauvage. Des colonies de phoques viennent prendre leur quartier d'été sur les côtes, sans risque d'être importunées. Mais l'étalement des vacances n'est pas toujours possible. Le cerf de Virginie est un cousin du chevreuil importé du Canada. L'élevage est ici la seule façon d'exploiter un sol pauvre, usé par l'érosion glaciaire et le déboisement excessif. À peine 13% des terres sont cultivables. Le courant froid du Labrador n'empêche pas les étés cléments. La température moyenne annuelle ne dépasse pourtant pas 5 degrés et les hivers sont longs, même s'ils n'ont pas la rigueur canadienne. Il peut arriver que la neige cumulée forme une couche de 2 mètres. C'est presque un tour de force. Que font les bérets et les couleurs basques aussi loin des Landes? Avant la découverte officielle des îles par les Portugais au XVIe siècle, des pêcheurs basques tiraient déjà leurs bateaux sur les côtes après la chasse à la baleine.
Face aux géants nord-américains, l'archipel n'appartient à la France que depuis le début du XIXe siècle. Trouvant ici une terre d'exil, le peuple basque a donné aux colons français un solide coup de main. Au XVIIe siècle, les Français cherchent, comme d'autres, la meilleure route pour les Indes. Ils contournent l'Afrique et font dans l'archipel des Mascareignes une escale sur l'île qui deviendra La Réunion. Une île volcanique très jeune, sortie de l'océan Indien il y a 3 millions d'années à peine, pour se hisser à 3000 mètres d'altitude. L'activité volcanique a laissé sur l'île des traces multiples, récentes ou anciennes, comme 3 grands cirques formés par l'effondrement de différents volcans. Les matières volcaniques récentes sont caractérisées notamment par l'absence totale de végétation. Le plus ancien volcan a façonné l'île. Il en subsiste le Piton des Neiges, le point le plus élevé, isolé par de formidables affaissements, accentués par l'érosion constante des eaux de pluie. Le volcan du Piton de la Fournaise, un des plus actifs au monde, appartient au type hawaïen, c'est-à-dire qu'il ne projette pas en l'air une lave qui se contente de couler le long des parois. Les émissions de lave modifient la superficie de l'île en débordant sur l'océan. Pendant l'été austral, les cyclones peuvent menacer la Réunion qui retrouve cependant vite sa quiétude. La végétation compte plusieurs dizaines d'espèces endémiques. Elle exprime alors toutes ses variétés tropicales, des bougainvilliers aux enivrants frangipaniers. Les fleurs des flamboyants et les oiseaux de paradis répondent aux couleurs et à l'élégance de la faune ailée. La ville de Saint-Denis est le chef-lieu du département, une cité dont le développement est limité par le relief, que les maisons escaladent tant bien que mal, et par l'océan Indien. Toutes les institutions sont présentes, depuis l'échelon municipal jusqu'à la pétanque, au pied de la statue de Roland Garros, un enfant du pays, aviateur et non joueur de tennis. Près de 40% des Réunionnais ont moins de 20 ans et la croissance démographique est bien plus élevée qu'en métropole. Des infrastructures lourdes comme la route du littoral arrachée à la falaise et l'aéroport contribuent au développement économique de l'île. Le produit intérieur brut de la Réunion a été dopé par l'attribution d'avantages fiscaux en 1986. Les cultures locales, comme celle du chouchou, perdent du terrain. Elles ne concernent plus en effet que 20% d'un territoire au relief omniprésent. À elle seule, la culture de la canne à sucre, dont la récolte reste manuelle à 80%, mobilise plus de la moitié des surfaces agricoles. D'autres productions traditionnelles, comme la vanille, le fruit d'une orchidée, ou le bananier, régressent d'année en année. La côte ouest, grâce au lagon, attire les visiteurs en mal de sable blanc et d'activités nautiques. Il faut dire qu'à La Réunion, la plupart des sports nautiques peuvent être pratiqués sur des spots parfois intégrés au circuit professionnel. L'absence de plateau continental limite la pêche côtière. Au large, par contre, la pêche sportive réserve de belles surprises. La nature des sols, et spécialement les pentes accentuées, offre aux amateurs un terrain de choix pour la pratique de l'escalade. Quelques cascades en plus, cela donne le canyoning. La religion catholique est bien implantée à La Réunion, mais le surnaturel est partout. Pour accélérer les affaires pressantes, on invoque un personnage drapé de rouge, Saint Expédite. La minorité tamoule, originaire du sud de l'Inde, dispose de nombreux lieux de culte, comme la communauté musulmane. Les marchés réunionnais font l'inventaire exhaustif des couleurs tropicales. Les chouchous et les caramboles, entre autres, déconcertent l'œil et le goût européen. Les mouvements du Sega expriment la joie et ceux du Maloya,
la mélancolie. Il trace les contours de l'âme réunionnaise. Dans le même océan, au nord-ouest de Madagascar et à l'est des Comores, Mayotte est une collectivité d'outre-mer composée de 2 îles principales. L'aéroport s'allonge sur la plus petite des 2. Pour les pilotes et par temps clair, l'énorme balise formée par le lac Tsiani est bien visible à l'approche de la localité de Dzaoudzi. Pour rejoindre Grande Terre, l'île principale, la barge effectue la traversée en 10 minutes. En 40 ans, la population de Mayotte a été multipliée par 5. Près du tiers vit dans le chef-lieu, Mamoudzou. La natalité décroît mais reste bien plus importante qu'en métropole. Avec un masque de santal, l'élégante entretient son visage et se protège des ardeurs du soleil. L'insouciance est déconseillée, surtout au point de vue démographique. Au sud, le mont Chungi domine de sa silhouette la magnifique baie de Bouéni. Plus au sud encore s'enroule mollement la plage de Ngouja. Avec une barrière de corail de plus de 190 km, Mayotte possède l'un des plus beaux lagons du monde, fréquenté par plusieurs espèces de dauphins. Un port en eau profonde équipe le lagon, juste en face du petit village de Longoni. Le marché local annonce l'Afrique. Probablement d'origine indonésienne, le nom ylang-ylang désigne une plante qui exhale des senteurs fortes très demandées en parfumerie. On extrait des feuilles une huile volatile aux fragrances entêtantes. Cap au sud-est et retour vers la côte réunionnaise. À 2 pas de la mairie de Saint-Pierre, une administration vraiment très délocalisée gère un territoire français peu ordinaire. L'appellation TAF n'a aucun secret pour les fonctionnaires qui travaillent ici. François Garde a été administrateur supérieur. Les terres australes et antarctiques françaises, en abrégé les TAF, c'est la 10e collectivité de l'outre-mer français. C'est la seule qui ne compte aucun habitant permanent. Il y a l'archipel de Crozet, l'archipel de Kerguelen, les îles de Saint-Paul et Amsterdam qui sont dans l'océan Indien, et puis la Terre Adélie sur le continent antarctique. L'Antarctique, le 6e continent. Mais que fait la France, à l'autre bout de la planète, sur ces terres désertes et glaciales ? Eh bien, la France est présente tout simplement parce que ce sont des navigateurs français qui ont découvert ces îles, le Chevalier de Kerguelen, Marion Dufresne ou Dumont d'Urville pour la Terre Adélie. Le bateau Marion Dufresne, le Marion pour les intimes, assure 4 fois par an la liaison entre la Réunion et les premiers territoires, à environ 3000 km de distance. Crozet, Kerguelen et Saint-Paul, associés à Amsterdam ou la Nouvelle Amsterdam. Loin de toute pollution, la France conduit un grand nombre de missions scientifiques, entre autres météorologiques. Une dizaine de scientifiques sont au contact permanent de la faune, plutôt connus comme les otaries et les éléphants de mer, ou beaucoup moins répandus comme le gorfou, une variété de manchot. À 3500 km de la Réunion, l'archipel des Kerguelen couvre une superficie un peu moins étendue que la Corse. Appelées jadis îles de la désolation, elles sont dominées par le mont Ross à près de 1900 mètres d'altitude. La base de Port-au-Français existe de manière permanente depuis 1949. À proximité immédiate de l'Antarctique, l'importance stratégique de ce territoire est évidente. Une centaine de personnes peuvent y vivre en été. Les scientifiques doivent avoir aussi la capacité de mener une vie collective en milieu éloigné et isolé. Sur ces terres dépouillées, on retrouve le plaisir des joies simples. L'isolement peut être pesant, mais la solitude est très relative, car les manchots empereurs adorent la compagnie. Cet oiseau incapable de voler est le plus grand des manchots. Au Kerguelen aussi, la faune est l'objet de toutes les sollicitudes. Des études océanographiques sont menées avec la complicité active des éléphants de mer.
Au nord-ouest des Kerguelen, les îles Crozet ne possèdent ni glacier ni neige éternelle, mais une base permanente où les ravitaillements sont toujours très attendus. L'approche du Marion annonce celle de l'hélicoptère, parfois contrariée par des vents très violents sur ces îles situées entre deux parallèles aux noms évocateurs, les 40e rugissants et les 50e hurlants. Pour le courrier, les timbres existaient dans les terres australes dès la fin du 19e siècle. En raison de leur faible tirage, les collectionneurs se les disputent. Encore plus loin de tout vers le sud, le bateau l'Astrolabe fait la jonction entre la Tasmanie et la Terre Adélie, un territoire triangulaire découpé dans la banquise de l'Antarctique. À cause des glaces, l'expédition n'est possible que pendant l'été austral, lors de la débâcle, la fonte partielle des glaces. La France est présente en Antarctique comme une douzaine d'autres pays qui ont renoncé ici à toute revendication territoriale et utilisation militaire au bénéfice de la seule recherche scientifique. La base du Mont d'Urville exerce cette mission dans des conditions extrêmes. La seule base scientifique française permanente de l'Antarctique bénéficie d'un environnement unique sur le continent blanc, proclamé en 1991 réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Dans le Pacifique, les grandes puissances ne se sont pas accordées comme dans l'Antarctique. La France a pris pied dans le Pacifique Sud après une longue concurrence avec les Anglais. La Nouvelle-Calédonie fut découverte par le Britannique Cook et annexée par la France au milieu du XIXe siècle. Cette langue de 400 km est bordée par un des plus vastes lagons de la planète, protégé par un récif de corail qui étire sa frange écumeuse sur 160 km. Le caillou, comme l'appellent les autochtones, frappe au premier abord par sa couleur brique. Elle tient à la présence de latérite à forte teneur d'oxyde de fer. Le barrage de Yaté et son lac de retenue dans le sud de l'île ont profondément modifié le paysage à la fin des années 1950. La réunion des rivières blanches et bleues a inondé des forêts où une espèce imputrescible subsiste, le niaouli. Les roches calédoniennes surprennent, comme le bonhomme à Bourail. La poule couveuse de Yengen doit elle aussi ses formes familières aux facéties de la nature. Tout comme le sphinx. À l'extrême sud, l'île des Pins détache ses résines sombres sur le turquoise du lagon. Cette île est tapissée d'une forêt composée de pins colonnaires. « 100 km à l'est de la Grande Terre, les îles Loyauté dépendent elles aussi de la Nouvelle-Calédonie. Si leur relief se limite aux cocotiers, le sous-sol en revanche mérite parfois une incursion. Sur l'île d'Ouvéa, par exemple, de nombreuses grottes s'ouvrent en profondeur. Plusieurs d'entre elles ont servi à rendre le culte aux anciens. Selon la densité des roches volcaniques, l'érosion ne produit pas les mêmes effets. Sur l'île de Marais, le Pacifique creuse de curieuses piscines naturelles. Plus au nord, Lifou est la plus vaste des îles Loyauté. Elle oppose ses falaises d'origine volcanique à la fougue de l'océan. Au XVIIIe siècle, les premiers bateaux renoncèrent à l'accostage. Le phare Amédée annonce la Grande Terre et l'arrivée dans le chef-lieu du territoire, Nouméa, alangui au bord de la baie des Citrons et de l'anse Vata. La place des Cocotiers et son kiosque à musique font figure de point de ralliement. À 20 000 km de Paris, la présence française ne remonte qu'au XIXe siècle. Elle a pourtant conduit l'île à un statut original qui instituera notamment une nationalité calédonienne. En 2014, les électeurs seront consultés sur la souveraineté du territoire. Pour plus d'autonomie, l'heure de Nouméa aura sonné. La population, dont la moitié a moins de 25 ans, comprend près de 45% de Mélanésiens, les Kanaks, et 35% de Blancs, les Caldoches.
Les Mélanésiens entretiennent soigneusement leur tradition, comme un étonnant jeu de cricket au féminin et en robe mission, introduit par les pasteurs britanniques au XIXe siècle. Autre curiosité, le cagou, un oiseau qui a perdu l'habitude de voler, faute d'ennemis. Ses ailes se sont atrophiées. Le nautile appartient à la famille des pieuvres et des calamars. Il fait partie des trésors innombrables de la faune et de la flore du lagon calédonien. La Nouvelle-Calédonie propose aux visiteurs qui traversent le Pacifique des infrastructures qui ne sont pas encore au maximum de leurs possibilités. 2 atouts supplémentaires, les produits hors taxes et l'histoire d'amour avec les Japonais qui viennent s'y marier en France. Le port de Nouméa assure les liens avec la métropole. Le trafic portuaire s'est intensifié lorsqu'un ingénieur français élabora l'exploitation du minerai de nickel. La Nouvelle-Calédonie recèle une des plus importantes réserves mondiales de ce minerai. Direction nord. Ici, la Grande Terre est restée sauvage et la nature prend des airs de Far West. La République est bien entendu représentée à Koné, chef-lieu de la province kanak, mais l'administration compose avec la coutume. À 2000 km de Nouméa, la collectivité d'outre-mer de Wallis et Futuna est composée de 3 îles. 2 sont habitées. Le capitaine anglais Wallis donna son nom à la première, alors que Futuna était découverte par des Hollandais. Ces îles ne sont pas faciles d'accès par la mer à cause des récifs coralliens formés autour de cônes volcaniques aux cratères encore ouverts. Certains sont désormais remplis d'eau, comme celui du lac Lalo Lalo. Peuplés de Polynésiens venus des îles Tonga et des Samoa, Wallis et Futuna se sont déterminés pour devenir un territoire français sur base d'un référendum. Sur ce territoire, le pouvoir est réparti entre l'administration française, le pouvoir coutumier et l'Église. Le respect de la coutume est garanti par 3 rois reconnus par la République, les derniers rois de France. L'artisanat traditionnel vit notamment à travers le tapa, qui exploite l'écorce du mûrier à papier sur laquelle on dessine à main levée. La sculpture sur bois appartient aux traditions, tout comme la chasse aux cochons sauvages. Les petits porcins entrent dans l'alimentation de base et participent, bien malgré eux, aux fêtes coutumières. Pour l'intronisation d'un chef de village, les cérémonies se déroulent selon un rituel très strict. Très protocolaire, la cérémonie du kava peut être organisée pour honorer un invité exceptionnel. Le kava est un arbuste dont on utilise les racines pour préparer une boisson symbole de paix et d'union. Symbolique aussi, la gestuelle de l'officiant qui presse les racines dans l'eau. L'invité boira en dernier lieu. L'île de Futuna protège l'intérieur de ses terres derrière d'impressionnantes falaises volcaniques. Grâce à cette barrière naturelle, le mode de vie, le type d'habitat et les traditions y conservent encore davantage leur authenticité. Plus à l'est encore, la Polynésie française se trouve au-delà de la ligne de changement de date. Elle émiette son territoire sur 5 archipels, totalisant 118 îles. À n'en pas douter, le bleu du drapeau français trouve ici ses nuances les plus subtiles. Les îles basses, anciennes, n'ont plus de sommets émergés. Les îles hautes poussent encore leur masse volcanique, aujourd'hui inerte, somptueusement ceinturée de corail. Les atolls isolent le lagon d'une barrière presque hermétique. La silhouette de ces volcans, aujourd'hui tous éteints, se modifie lentement à cause de l'érosion. Leur altitude diminue également suite à l'enfoncement progressif dans le plancher océanique. La grandeur de cet environnement exceptionnel et les modes de vie qui y sont attachés représentent d'importantes sources de revenus pour le territoire avec le tourisme. L'important est de respecter les traditions. Ainsi, on bâtit encore les wharés, ces habitations en matière végétale. On entretient aussi
les marae, d'anciens lieux de culte destinés à rendre grâce aux dieux, représentés par des tikis. Le cocotier symbolise la Polynésie, qu'il exploite de multiples façons. La noix donne le copra, utilisé dans l'industrie alimentaire, mais fournit aussi une huile, ingrédient du monoï. Les goélettes sillonnent toujours les archipels pour assurer l'approvisionnement, mais la technologie a facilité les échanges. Les liaisons par satellite ont pris le relais des communications classiques. Les habitations sont souvent équipées de capteurs solaires et de systèmes permettant la récupération aisée des eaux de pluie. Mais l'eau, c'est d'abord l'océan, depuis toujours la vraie richesse de la Polynésie française. Dans l'archipel de la Société, les îles du Vent comptent 3 îles, dont Tahiti, la plus grande. 2 volcans ont donné naissance à Tahiti, dont les sommets culminent à plus de 2000 mètres. Des falaises abruptes se dressent perpendiculaires à la mer avant de céder à des vallées qui descendent en pente douce vers la plaine côtière. La population s'y concentre, surtout à Papeete, la seule vraie cité de la Polynésie française. Papeete est la petite capitale d'un territoire qui est devenu en 2004 un pays d'outre-mer au sein de la République. Les nombreuses références à la culture française n'empêchent pas la ville de donner des lignes polynésiennes à l'architecture contemporaine. Le marché municipal réalise tous les jours le mélange des saveurs et des senteurs en provenance des différents archipels. Ramboutan ou igname, les produits tropicaux côtoient ceux que la métropole a inspirés. La cathédrale catholique de Papeete et le temple protestant de Pao'Fae illustrent l'harmonie religieuse de Tahiti qui s'exprime avec élégance. Les Asiatiques, nombreux en Polynésie, vivent également leur culte. Comme éparpillée au gré des vents, la Polynésie française couvre une superficie émergée qui n'atteint pas la moitié de la Corse. Mais le territoire s'étend en réalité sur un espace beaucoup plus vaste, égal au quart du continent européen. L'environnement composé par les îles basses et les îles hautes constitue un milieu très fragile qui est loin d'être immuable. L'homme doit veiller à ne pas rompre des équilibres construits depuis des millénaires. À l'est des îles de la Société, l'archipel des Tuamotu alterne les passes et les atolls, comme celui de Rangiroa. Ici, on a toujours vécu des ressources de la mer. Dans l'atoll de Manihi, les fermes perlières se développent depuis les années 1980 grâce à une technique mise au point par les Japonais. Elle consiste à introduire un corps étranger dans l'huître. Pour se protéger, celle-ci l'enveloppe de nacre. La perle noire doit ses reflets spécifiques au lagon polynésien. La configuration des lagons facilite le contact avec la faune. Avec leur aileron noir, les jeunes requins de récif viennent picorer comme des oiseaux dans une eau peu profonde et la raie apprécie le contact humain. L'intégration à l'environnement implique aussi l'entretien des traditions, comme celle du tamara, un festin rituel autour du four polynésien où les mets cuisent à l'étouffée grâce à des pierres chauffées à blanc. Cette coutume se retrouve dans l'ensemble du Pacifique Sud. Le tatouage, longtemps interdit par les Occidentaux, retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Les danses traditionnelles ont également été rejetées dans la clandestinité avec l'arrivée du christianisme. Elles ne réapparaissent qu'au milieu des années 1950 pour animer le Eiva, un ensemble de manifestations populaires qui se déroulent tout au long du mois de juillet. La fête de l'autonomie, le 29 juin, rappelle le statut obtenu en 1984 et lance les réjouissances du Eiva. Pour les Tahitiens, c'est l'occasion de faire la démonstration de leur attachement aux traditions.
Tout en muscles et en souplesse, le Heiva donne lieu à une série d'épreuves sportives qui mettent en œuvre les techniques ancestrales de tir au javelot sur noix de coco ou de navigation en pirogue. Ce genre d'exercice montre que l'appellation « sexe faible » ne s'applique peut-être pas aux Vahinais. La France d'outre-mer réserve bien des surprises. Derrière les clichés idylliques, derrière des noms d'îles parfois oubliés ou d'autres plus connus car synonymes de mythes, les terres de France ponctuent le monde comme les balises d'une galaxie éparse.